Bonjour et bienvenue dans Des mots, une œuvre, un podcast mêlant art visuel et littérature. Des mots, une œuvre est un podcast du Musée des Beaux-Arts de Lyon, réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire, TNP. Ce podcast fait dialoguer des œuvres des collections du musée ou d'une exposition en cours avec des textes poétiques, philosophiques, historiques, des essais, des romans ou des écrits d'artistes. Le génie des ruines. Dans l'une des salles du 2e étage du Musée des Beaux-Arts de Lyon sont présentées des œuvres du peintre lyonnais Fleury-Richard, qui, comme d'autres artistes qualifiés de troubadours, a choisi de peindre des scènes du Moyen-Âge et de la Renaissance à une époque qui favorisait l'Antiquité. Sensibilisé par la destruction de pans entiers du patrimoine national pendant la Révolution française, Richard sillonne la région à la recherche de cloîtres et chapelles à représenter. Ses œuvres de petit format figurent donc avant tout les architectures, parfois en ruine, que le peintre a découvertes et dans lesquelles il met en scène, ensuite, des personnages. Scène dans une chapelle ruinée, œuvre inachevée représentant sur les bords de Saône la chapelle de l'Observance, aujourd'hui disparue, illustre parfaitement le goût des premiers romantiques pour les ruines. Dans le livre 5 de la 3e partie du Génie du christianisme, publié en 1802, François-René de Chateaubriand consacre de très belles pages à l'esthétique des ruines. En voici quelques extraits. Chapitre 3. Les ruines en général, qu'il y en a de 2 espèces. Les ruines fournissent au cœur de majestueux souvenirs et aux arts des compositions touchantes. Consacrons quelques pages à cette poétique des morts. Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence. Il s'y joue en outre une idée qui console notre petitesse, en voyant que des peuples entiers, des hommes quelquefois si fameux, n'ont pu vivre cependant au-delà du peu de jours assignés à notre obscurité. Ainsi, les ruines jettent une grande moralité au milieu des scènes de la nature. Quand elles sont placées dans un tableau, en vain on cherche à porter les yeux autre part. Ils reviennent toujours s'attacher sur elles. Et pourquoi les ouvrages des hommes ne passeraient-ils pas quand le soleil qui les éclaire doit lui-même tomber de sa voûte? Celui qui le plaça dans les cieux est le seul souverain dont l'empire ne connaisse point de ruines. Il y a 2 sortes de ruines. L'une, ouvrage du temps, l'autre, ouvrage des hommes. Les premières n'ont rien de désagréable, parce que la nature travaille auprès des ans. Font-ils des décombres? Elle y sème des fleurs. En trouve-t-il un tombeau? Elle y place le nid d'une colombe. Sans cesse occupée à reproduire, elle environne la mort des plus douces illusions de la vie. Les secondes ruines sont plutôt des dévastations que des ruines. Elles n'offrent que l'image du néant, sans une puissance réparatrice. Ouvrage du malheur et non des années, elles ressemblent aux cheveux blancs sur la tête de la jeunesse. Les destructions des hommes sont d'ailleurs plus violentes et plus complètes que celles des âges. Les seconds minent, les premiers renversent. Quand Dieu, pour des raisons qui nous sont inconnues, veut hâter les ruines du monde, il ordonne au temps de prêter sa faux à l'homme, et le temps nous voit avec épouvante ravager dans un clin d'œil ce qui lui mit des siècles à détruire. Nous nous promenions un jour derrière le palais du Luxembourg. Nous vîmes une église dont les toits étaient enfoncés, les plombs des fenêtres arrachés et les portes fermées avec des planches mises debout. La plupart des autres bâtiments du monastère n'existaient plus. Nous nous promenâmes longtemps au milieu des pierres sépulcrales de marbre noir semées çà et là sur la terre. Les unes étaient totalement brisées, les autres offraient encore quelques restes d'épitaphes. Nous entrâmes dans le cloître intérieur. 2 pruniers sauvages y croissaient parmi de hautes herbes et des décombres. Sur les murailles, on voyait des peintures, à demi effacées. Un cadran était resté sur un des pignons de l'église, et dans le sanctuaire, au lieu de cet hymne de paix qui s'élevait jadis en l'honneur des morts, on entendait crier l'instrument du manœuvre qui sciait des tombeaux. Les réflexions que nous fîmes dans ce lieu, tout le monde les peut faire. Nous en sortîmes le cœur flétri. La nuit approchait. Comme nous passions entre 2 murs dans une rue déserte, tout à coup le son d'un orgue vint frapper notre oreille, et les paroles du cantique « Laudate Dominum omnes gentes » sortirent du fond d'une église voisine. Nous entrâmes dans l'église au moment où le prêtre donnait la bénédiction. De pauvres femmes, des vieillards,
des enfants étaient prosternés. Nous nous précipitâmes sur la terre, au milieu d'eux, nos larmes coulaient. Nous dîmes, dans le secret de notre cœur, « Pardonne, ô Seigneur, si nous avons murmuré en voyant la désolation de ton temple. Pardonne à notre raison ébranlée. » L'homme n'est lui-même qu'un édifice tombé, qu'un débris du péché et de la mort. Son amour tiède, sa foi chancelante, sa charité bornée, ses sentiments incomplets, ses pensées insuffisantes, son cœur brisé, tout, chez lui, n'est que ruine. Chapitre 4. Effet pittoresque des ruines, ruines de Palmyre, d'Égypte, etc. Les ruines, considérées sous le rapport du paysage, sont plus pittoresques dans un tableau que le monument frais et entier. Dans les temples que les siècles n'ont point percés, les murs masquent une partie du site et des objets extérieurs, et empêchent qu'on ne distingue les colonnades et les cintres de l'édifice. Mais quand ces temples viennent à crouler, il ne reste que des débris isolés, entre lesquels l'œil découvre au haut et au loin les astres, les nus, les montagnes, les fleuves et les forêts. Alors, par un jeu de l'optique, l'horizon recule et les galeries suspendues en l'air se découpent sur les fonds du ciel et de la terre. Ces effets n'ont point été inconnus des anciens. Ils élevaient des cirques en masse pleine pour laisser un libre accès aux illusions de la perspective. Les ruines ont ensuite des harmonies particulières avec leur désert, selon le style de leur architecture, les lieux où elles sont placées et les règnes de la nature au méridien qu'elles occupent. Dans les pays chauds, peu favorables aux herbes et aux mousses, elles sont privées de ces graminées qui décorent nos châteaux gothiques et nos vieilles tours, mais aussi de plus grands végétaux se marient aux plus grandes formes de leur architecture. À Palmyre, le dattier fend les têtes d'hommes et de lions qui soutiennent les chapiteaux du Temple du Soleil. Le palmier remplace par sa colonne la colonne tombée, et le péché s'élève dans la demeure du silence. Les ruines changent de caractère en Égypte. Souvent, elles offrent dans un petit espace diverses sortes d'architecture et de souvenirs. Les colonnes du vieux style égyptien s'élèvent auprès de la colonne corinthienne. Un morceau d'ordre toscan s'unit à une tour arabe, un monument du peuple pasteur à un monument des Romains. Des sphinx, des Anubis, des statues brisées, des obélisques rompus sont roulés dans le Nil, enterrés dans le sol, cachés dans des rizières, des champs de fèves et des plaines de trèfle. Le chacal, monté sur un piédestal vide, allonge son museau de loup derrière le buste d'un paon à tête de bélier. La gazelle, l'autruche, l'ibis, la gerboise sautent parmi les décombres, tandis que la poule sultane se tient immobile sur quelques débris, comme un oiseau hiéroglyphique de granit et de porphyre. La vallée de Tampé, le bois de l'Olympe, les côtes de l'Attique et du Péloponnèse étalent les ruines de la Grèce. Là commencent à apparaître les mousses, les plantes grimpantes et les fleurs saxatiles. Une guirlande vagabonde de jasmin embrasse une Vénus, comme pour lui rendre sa ceinture. Les flots de l'Égée, qui viennent expirer sous de croulants portiques, le cygne qui fait son nid dans le sein de quelques lédas, mille accidents, produits comme par les grâces, enchantent ces poétiques débris. Chapitre 5. Ruines des monuments chrétiens. Les ruines des monuments chrétiens n'ont pas la même élégance que les ruines des monuments de Rome et de la Grèce. Mais sous d'autres rapports, elles peuvent supporter le parallèle. Les plus belles que l'on connaisse dans ce genre sont celles que l'on voit en Angleterre, au bord du lac du Cumberland, dans les montagnes d'Écosse et jusque dans les Orcades. Dans les ordres grecs, les voûtes et les cintres suivent parallèlement les arcs du ciel, de sorte que, sur la tenture grise des nuages ou sur un paysage obscur, ils se perdent dans les fonds. Dans l'ordre gothique, au contraire, les pointes contrastent avec les arrondissements des cieux et les courbures de l'horizon. Le gothique, étant tout composé de vide, se décore ensuite plus aisément d'herbes et de fleurs que les pleins des ordres grecs. Les filets redoublés des pilastres, les dômes découpés en feuillage ou creusés en forme de cueilloir, deviennent autant de corbeilles où les vents portent, avec la poussière, les semences des végétaux. La joue-barbe se cramponne dans le ciment, les mousses emballent d'inégaux décombres dans leur bourre élastique, la ronce fait sortir ses cercles bruns dans l'embrasure d'une fenêtre, et le lierre, se traînant le long des cloîtres septentrionaux, retombe en feston dans les arcades. Il n'est aucune ruine d'un effet plus pittoresque que ces débris. Sous un ciel nébuleux, au milieu des vents et des tempêtes, au bord de cette mer, dont Ossian a chanté les orages, leur architecture gothique a quelque chose de grand et de sombre comme le dieu de Sinaï, dont elle perpétue le souvenir. Assis sur un autel brisé, dans les Orcades, le voyageur s'étonne de la tristesse de ces lieux. Un océan sauvage, des syrtes embrumés, des vallées où s'élève la pierre d'un tombeau, des torrents qui coulent à travers la bruyère, quelques pins rougeâtres jetés sur la nudité d'un morne flanqué de couches de neige,
c'est tout ce qui s'offre au regard. Le vent circule dans les ruines, et leurs innombrables jours deviennent autant de tuyaux d'où s'échappent des plaintes. L'orgue avait jadis moins de soupirs sous ses voûtes religieuses. De longues herbes tremblent aux ouvertures des dômes. Derrière ces ouvertures, on voit fuir la nue et planer l'oiseau des terres boréales. Sacrés débris des monuments chrétiens, vous ne rappelez point, comme tant d'autres ruines, du sang, des injustices et des violences. Vous ne racontez qu'une histoire paisible, ou tout au plus que les souffrances mystérieuses du Fils de l'homme. Ces pages ont contribué au développement du goût pour les ruines. En effet, le génie du christianisme de Chateaubriand a remporté un immense succès et exercé une influence durable sur l'art du début du XIXe siècle. Des mots, une œuvre est un podcast original du Musée des Beaux-Arts de Lyon, réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire, TNP. Lu par Kenza Lala et Jérôme Ferchaud. Direction de projet au TNP, Cécile Leclerc. Direction de projet au Musée des Beaux-Arts de Lyon, conception et rédaction Stéphanie Dermoncourt, production Véronique Moreno-Lourteau. Ce podcast a été réalisé par Thierry Cotin pour les Muséastes, Histoire de point de vue. Musique originale d'Hassan Ali, compositeur, Master Mav, Université Lyon 2. Les extraits lus dans cet épisode sont tirés du Génie du christianisme de François-René de Chateaubriand, publié aux éditions Garnier Frères en 1828. Venez découvrir les peintures de Fleury Richard au 2e étage du Musée des Beaux-Arts de Lyon.